Ce week-end, c'était l'UFC 303, la carte de l'International Fight Week, mais également la carte placée sous le signe du short notice. Dana White peut remercier Alex Pereira, Jiří Procházka, Brian Ortega, Diego Lopez, Anthony Smith, Roman Dolidze et Danny Gue. Tous ont dû annuler leur plan pour sauver une main card marquée par le retrait de Conor McGregor. Alors les short notice, on en voit tous les week-ends parce que le MMA c'est pas du foot, chaque combat a toujours une chance d'être annulé, que ce soit pour une pesée ratée ou bien une blessure. Rajoutez à ça un UFC qui adore annoncer des combats sans la signature des combattants, bref, il ne faut jamais s'emballer dans ce sport. Mais après la déception et la frustration arrive le héros, le remplaçant qui voit l'opportunité de briller, surtout quand il fait face à un adversaire mieux classé que lui. Aujourd'hui sur Fight Minds, focus sur les 5 short notice les plus dingues de l'UFC, quand des combattants se saisissent de l'opportunité d'une vie. Nous remercions notre sponsor Mosh & Go, la nouvelle marque de compléments alimentaires sous forme de gélules à base de champignons et plantes adaptogènes. Bio, sans OGM et testés en laboratoire indépendant, ces compléments aident à gérer le stress, booster l'énergie, le système immunitaire et la concentration, tout en améliorant la récupération musculaire. Avec le code promo FIGHT, vous obtenez 15% de réduction sur vos commandes. Le lien vers leur site mushandgo.com est en description de cette vidéo. Alors pour ce top, j'ai préféré m'attarder sur les short notice victorieux plutôt que sur les échecs. Difficile de ne pas parler de l'incroyable revanche entre Islam Makhachev et Alexander Volkanovski, remplaçant de dernière minute après la blessure de Charles Oliveira. Mais en 5e place, je pense qu'on peut tout de même parler du short notice complètement dingue de Danny Gue contre Diego Lopez à l'UFC 303. Ah, l'UFC 303, la carte du retour de Conor McGregor dont l'organisation américaine a bien attendu pour annoncer le retrait, on s'y attendait tous un peu. Je le disais donc en introduction, 3 combats de la main card ont été sauvés par des remplaçants de dernière minute et lorsque débute la soirée, on se dit qu'on est enfin au bout de nos peines, sauf que le co-main event devait à la base voir la pépite Diego Lopez affronter Brian Ortega, mais l'ancien challenger avait accepté le combat en pleine préparation pour une montée dans la catégorie supérieure. Difficile donc de faire le poids et Diego Lopez apprend en pleine Fight Week que le combat se fera bien chez les légers. Première déconvenue donc. Le soir de l'événement, une rumeur commence à circuler sur les réseaux. Brian Ortega serait out de son combat à cause d'un virus. Parmi les spectateurs devant leur télévision, Danny Gue, un nom bien connu des fans, reçoit un appel. Le manager Ali Abdelaziz lui demande s'il peut combattre ce soir. L'Américain n'hésite pas, il est prêt. Pour rappel, Danny Gue devait à la base affronter Joe Anderson Brito 3 semaines plus tard. Le combattant appelle alors son coach Eric Nixie, qu'il contacte des amis à lui pour composer un corner. Ensuite, on saute dans une voiture, direction la T-Mobile Arena à Las Vegas. Le staff de l'UFC n'a même pas le temps de remercier Danny Gue, il faut filer en coulisses pour une pesée improvisée. Lopez et lui se mettent d'accord sur une limite de poids, le combat peut bien avoir lieu. Au final, c'est une victoire pour Diego Lopez, mais les deux hommes se font acclamer par la foule. Ils ont tout fait pour assurer le spectacle ce soir-là. Dana White l'a affirmé par la suite, les deux combattants devraient être récompensés pour leur sacrifice avec une place sur la prestigieuse carte à la sphère en septembre prochain. Franchement, mérité. Les gens l'oublient peut-être, mais Jon Jones a marqué l'histoire du MMA sur un short notice. Lutteur d'exception, l'Américain arrive dans le MMA comme un boulet de canon et détruit tout sur son passage dès son arrivée en 2008. Il signe 6 victoires en 7 combats, dont une dernière en date contre Ryan Bader sur une superbe guillotine. À l'époque, le champion se nomme Shogun Rua, ancienne terreur du Pride et détenteur de la ceinture depuis sa victoire contre son compatriote Lyoto Machida. Alors qu'il se remet d'une opération au genou, Shogun Rua se prépare à affronter Rashad Evans, partenaire d'entraînement de Jon Jones et ancien champion de la catégorie. Pourtant, juste après sa victoire contre Bader, Jon Jones apprend que Rashad Evans est blessé au genou, il doit déclarer forfait. Mieux encore, Joe Rogan lui apprend que ce sera lui le remplaçant. Shogun Rua accepte donc le changement d'adversaire 6 semaines avant l'UFC 128. Alors qui est le plus courageux dans cette histoire ? Eh bien c'est peut-être le Brésilien qui accepte dans un délai assez court d'affronter la nouvelle sensation du MMA américain. En conférence de presse, Jon Jones fait l'éloge de Shogun, champion du Pride à 23 ans, l'âge de l'Américain à cette époque. C'est peut-être la fougue de la jeunesse qui pousse Jones à commencer le combat avec un coup de genou sauté qui touche Shogun. Le reste du combat est une démonstration totale, un coup au corps et un dernier genou au visage font vaciller le champion, l'arbitre s'interpose, Jon Jones devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. La suite, on la connaît, un règne de Jones sur la catégorie avant des histoires de dopage et les démêlés avec la justice. Il faut également rappeler que ce short notice est à l'origine d'une grande rivalité entre Jones et Rashad Evans, qui sait que ce jour-là, son ancien partenaire d'entraînement lui a volé son rêve. Les deux hommes s'insulteront régulièrement dans les médias jusqu'à l'UFC 145 où Jones remporte le duel au sommet, mettant ainsi fin à une des plus grandes rivalités de l'histoire de l'UFC.
Alors ce n'est pas la première fois que l'on évoque le short notice de Nate Diaz contre Conor McGregor. Je vous renvoie sur la vidéo réalisée avec Chris, présent ce soir-là. Champion des featherweight et véritable star du MMA, Conor McGregor doit affronter le champion de la catégorie du dessus Rafael Dos Anjos à l'UFC 196 afin de devenir le premier double champion de l'organisation. L'événement est prévu pour le 5 mars 2016, mais le 23 février, Dos Anjos se blesse au pied, c'est un forfait. On demande alors à José Aldo pour une revanche contre Conor, mais c'est trop court pour le Brésilien. On demande ensuite à Frankie Edgar, mais l'Américain est blessé. Bref, c'est la merde. Arrive alors Nate Diaz, ancien vainqueur de The Ultimate Fighter et toujours partant pour un chèque et une bonne bagarre. Diaz-McGregor, c'est un choc entre deux personnalités, l'Irlandais exubérant poussé par l'UFC et l'Américain plus authentique et sans concession. Les deux hommes se renvoient coup pour coup dans la Fight Week. On arrive finalement au fameux duel qui se fait chez les welterweights, soit 2 catégories au-dessus de celle du champion McGregor. Si on retrouve au départ l'Irlandais des grands soirs, Conor se heurte rapidement au cardio illimité de Nate Diaz et à sa résistance légendaire. Pas simple donc quand on cherche le KO dans le premier round. Dans le second, c'est un Conor épuisé qui se jette sur Diaz, l'Américain met son adversaire sur le dos et le termine au final sur un étranglement arrière à la stupeur générale. Conor connaît sa première défaite à l'UFC et Nate Diaz réalise un des plus grands upsets de l'histoire de l'organisation. Au final, le combat fait partie de la légende des deux hommes qui auront droit à une revanche, cette fois-ci remportée par The Notorious. Du trash talk au finish en passant par les photos badass de Nate Diaz couverts de sang, bref, un moment culte de l'histoire de l'UFC. En 2024, les fans supplient le ciel pour que Tony Ferguson prenne sa retraite après 7 défaites d'affilée. Pourtant, il ne faut pas oublier le monstre que fut El Cucuy dès sa victoire dans la 13e saison de The Ultimate Fighter. Une personnalité hors norme, une série de 12 victoires dont 9 par finish, des bonus dans tous les sens et même une ceinture intérimaire contre Kevin Lee. Bref, tout le monde attend le choc entre l'Américain et le champion Khabib Nurmagomedov. Malheureusement, Khabib versus Ferguson est un combat maudit, annulé 5 fois et c'est encore le cas lors de l'UFC 249 à cause des restrictions de vol liées à l'épidémie de Covid-19. L'UFC se retrouve privé de main event, on appelle donc Justin Gaethje à 12 jours de l'événement. Ancien champion du World Series of Fighting, l'Américain est une machine de guerre qui reste sur 3 finishes au premier round contre James Vick, Edson Barbosa et Donald Cerrone. Gaethje accepte donc un short notice pour la première fois de sa carrière, au final l'événement est décalé, il dispose de 4 semaines au total pour se préparer. L'Américain y voit une chance inespérée pour se rapprocher du titre. L'UFC a donc une belle affiche et pour pimenter le tout, annonce une ceinture intérimaire entre les deux hommes. Dans le co-main event, Henry Cejudo devient champion des bantams contre Dominic Cruz et prend sa retraite avant le fameux main event. Essayez de parler de ce combat à un fan de Tony Ferguson, il risque de frissonner. Annoncé grand favori, El Cucuy envoie le plus grand nombre de coups significatifs et éteint presque son adversaire sur un uppercut monstrueux. Pourtant, Justin Gaethje ne lâche rien et inverse la tendance. Ferguson est débordé par ses coups puissants, l'échange devient difficile à regarder jusqu'à l'arrêt de l'arbitre dans le dernier round. Gaethje vient de réussir son pari. La suite pour Ferguson, ce sera une descente aux enfers après cette défaite traumatisante et Gaethje aura droit à une réunification des ceintures, malheureusement perdue contre un Khabib en pleine forme. Un duel violent et sans concession, bref, un moment culte de l'UFC période Covid. En 2015, l'UFC pense avoir trouvé la perle rare en la personne de Luke Rockhold. L'Américain est l'ancien champion du Strikeforce, il est mannequin, égérie à ses heures perdues, il participe à des émissions de télé-réalité et il signe plusieurs belles victoires contre Costas Philippou, Michael Bisping et Lyoto Machida. À l'UFC 194, il prend la ceinture contre Chris Weidman, bref, tout roule pour Luke le beau gosse malgré des déclarations qui en font rapidement un des grands rois du cringe à l'UFC. Pour sa première défense de ceinture, Luke Rockhold doit affronter Chris Weidman pour la revanche, mais l'Américain se retire à cause d'une hernie. On appelle alors un autre ex-champion du Strikeforce, Ronaldo Jacare Souza, mais là encore, blessure au ménisque cette fois-ci. En dernier recours, l'UFC appelle Michael Bisping 17 jours avant le combat. À ce moment-là, l'anglais est en plein tournage du film Triple X Reactivated avec Vin Diesel, ne regardez pas ça, c'est nul, et profite de ses vacances après une belle victoire contre Anderson Silva. En pleine gueule de bois et avoisinant les 100 kilos, Michael Bisping découvre que Dana White vient d'annoncer qu'il sera le remplaçant pour affronter Luke Rockhold après des années à avoir couru derrière le title shot.
Face à la chance de sa vie, l'anglais a quand même beaucoup de doutes, il lui reste 2 jours de tournage, il doit perdre 15 kilos en 2 semaines et ça fait 3 mois qu'il ne s'est pas vraiment entraîné. Du côté de Luke Rockhold, la confiance est totale. Il se retrouve face à un adversaire mal préparé et qu'il a battu par soumission 2 ans auparavant. Après une semaine d'entraînement pour Bisping, on entre dans la Fight Week, il régale en conférence de presse et valide le poids dans un weight cut qu'il décrit comme le plus facile de sa carrière. Le 4 juin 2016 donc, Michael Bisping s'apprête à disputer le combat le plus important de sa carrière face au champion Luke Rockhold. Beaucoup trop confiant, l'américain se fait surprendre par un crochet du gauche qui le met à terre, Bisping se jette sur lui avant de le mettre KO à la stupeur générale. The Count devient le premier britannique champion de l'UFC et célèbre avec sa famille présente sur place après un bon gros fuck you adressé à son adversaire qu'il avait beaucoup trop sous-estimé. Pour Rockhold, c'est le début de la fin avec une victoire en 5 combats et Bisping ira perdre son titre contre le revenant Georges St-Pierre avant de se faire envoyer à la retraite par Kelvin Gastelum. Qu'importe, il est l'auteur du short notice le plus impressionnant de l'histoire de l'UFC. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à proposer des sujets pour les prochains épisodes. D'ici là, abonnez-vous à Fight Minds et moi je vous dis ciao.